Coucou tout le monde, bonjour au Pomodoro, le jeu, et devenez millionnaire. Oui, le jeu Pomodoro millionnaire, on y est. Yabadabadou. Alors, voici dans cette vidéo ce que je vais vous présenter. En fait, c'est un petit peu les notions du jeu. On va voir aussi la psychologie d'un projet, histoire de vous donner de l'information qui va vous aider à garder la motivation pour réaliser vos rêves. Et aussi, nous allons voir comment rater un projet. Donc, restez là. Après l'introduction et la présentation de l'ambassade du bonheur qui dure 10 secondes, je vous reviens. Alors, nous voici de retour. Nous voilà de retour et là, je vais partager mon écran. On va aller dans le jeu. Et puis, je vais vous présenter ce magnifique jeu. Naturellement, on voit ici la couverture du dessus du jeu, la couverture du dessous du jeu en principe. Donc, c'est ça. Dans cette vidéo, on va voir l'introduction aux notions de base, comprendre la psychologie d'un projet, les fausses croyances en gestion de projet et comment rater ses projets et rêves. Dans ce jeu, vous pouvez avoir deux rôles, le rôle du joueur, le rôle du maître-jeu. Le maître-jeu peut aussi être joueur, mais tous les joueurs ne peuvent pas être maîtres du jeu. Le jeu va offrir au final 3 niveaux. Le premier niveau, c'est devenir millionnaire, c'est le premier défi. Toutes tâches confondues, tout projet confondu, vous vous branchez dans les Pomodoro, les séances de Pomodoro, et chaque sprint, chaque environ 1 heure, vous donne des points. Vous devez atteindre le million tranquillement, mais sûrement. Et des récompenses vous seront remises au travers le défi. Le double millionnaire, c'est le niveau 2 du jeu. On va rajouter un projet précis à ce niveau-là. Donc, j'ai des documents qui vont vous aider à définir votre projet. Et puis, vous allez gagner des points pour devenir double millionnaire. Le niveau 3, lui, il va... Pardon. C'est lorsque vous êtes habitué, vous pouvez aussi gérer plusieurs projets à la fois. Vous allez avoir des points pour chaque projet et non comme dans le niveau 1 où tous les projets sont... Peu importe le projet sur lequel vous travaillez, vous cumulez vos points. Dans le niveau 3, vous allez définir des projets et chaque projet a ses propres points si on veut. Donc, ça devient un petit peu plus difficile. Atteindre 100 millions! Voilà. Notez que c'est la version 1.0.1 de cette version de jeu. Donc, c'est une version bêta. Vous avez le niveau 1 qui est complété. On va sûrement faire des améliorations en cours de route. Le niveau 2, il n'est pas tout à fait terminé, mais je vous ai mis un échantillon de certaines documentations, de certains outils en fait que vous allez pouvoir utiliser si vous le désirez. Naturellement, vu que c'est une version bêta, c'est pas ma priorité dans la vie. Donc, je travaille sur le jeu à temps partiel. Merci d'être compréhensif à ce niveau. Merci de contribuer aussi à l'amélioration de ce jeu. Merci de nous faire part si vous voyez des bugs ou des ajustements qu'il y aurait à faire. Vous pouvez aussi suggérer des nouveautés. Pourquoi pas si un truc vous donne une idée, une astuce, un truc, un outil qui aide à garder le cap sur ses rêves et objectifs, ben on est preneur. Naturellement, pour la bêta,
la version bêta du jeu, on n'a pas le choix de travailler sur Canva. Vous pouvez toujours imprimer, mais sachez que on n'a pas optimisé le design pour l'impression. Donc, si vous voulez imprimer le document, vous pouvez peut-être, vous allez peut-être devoir ajuster la grandeur. Voilà. Et maintenant, rentrons dans la psychologie. Excusez-moi, je mets mes choses tout croche. Donc, rentrons directement dans la psychologie d'un projet. C'est quoi un projet? En fait, un projet, c'est pas une course, vite, vite, vite. C'est un marathon. En fait, la compétition avec les autres sabote les projets, donc c'est pas prescrit. Vaut mieux être en compétition avec soi-même, se surpasser, être meilleur qu'hier, et vous êtes beaucoup plus certain d'arriver à la réussite. Je rentrerai pas dans les détails, je pourrais élaborer ici, mais j'ai beaucoup de choses à présenter, puis je veux pas faire une vidéo trop longue, et je doute qu'elle va faire quand même quelques minutes dépassées. Donc, allons-y de ce pas. Je vous présente vraiment les grandes lignes pour vous informer, des astuces et des choses qui peuvent vous aider à garder la motivation. Donc, qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce que la psychologie d'un projet? Quels sont les patterns et les fausses croyances dans la gestion de projet? Un projet est un petit peu, on le voit, toujours plus beau qu'il l'est vraiment dans la réalité. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les images d'illusion d'optique. Premièrement, ce que j'essaie de vous enseigner dans cette vidéo-là, c'est de ne pas rater vos projets et rêves, de garder le cap, garder la motivation. Parce que dans la gestion de projet, là, je ne suis pas dans le jeu à proprement parler, mais le jeu a été construit justement pour éviter qu'on rate nos projets. Donc, l'effet tunnel, c'est un effet... l'effet tunnel en gestion de projet, c'est un effet qui fait rater beaucoup les gens leurs projets. Excusez. Qui fait rater beaucoup de projets. Les gens abandonnent leurs projets à cause... Le plus souvent, c'est à cause de l'effet tunnel. Qu'est-ce que l'effet tunnel? Et là, je cite François Dubois, parce que j'aime beaucoup sa définition. Le tunnel, c'est lorsqu'il vous est impossible de connaître l'état d'avancement d'un projet, car il n'y a pas de point d'étape intermédiaire, il n'y a pas de repère. Vous n'avez alors pas d'autre solution que d'attendre que le projet soit terminé en quelque sorte pour pouvoir l'évaluer. Et là, ça donne l'impression que le projet en finit plus. Il y a toujours des choses qui se rajoutent, on continue, mais on n'aboutit pas à la finalité du projet. Donc, on s'imagine que c'est encore très loin la réussite. Et là, on se décourage et on abandonne. Et aussi, c'est comme si vous faisiez courir votre équipe projet sur 42 km en continu pour constater à la fin son état d'épuisement et ce qu'elle a livré de médiocre, je dirais. Parce que quand on est trop pressé, quand on va trop vite, ben la qualité de nos projets diminue. On va le voir plus loin. Comment sortir de l'effet tunnel? Il y a un truc très simple, mais que beaucoup négligent. C'est une bonne pratique qui consiste à découper le déroulement du projet en plusieurs phases successives, ponctuées de points de ravitaillement, ce qu'on appelle les jalons. Planter des jalons, donc des petits objectifs mis bout à bout, des petits objectifs qu'on peut fêter, qu'on peut dire « Oh, j'ai accompli cette étape ». C'est ça des jalons. Donc, planter des jalons pour éviter l'effet tunnel, c'est vraiment important en gestion de projet. Donc, le jeu vient en partie de là. Qu'est-ce qu'un projet? Premièrement, je vais vous parler de la notion de livrable, qui est un petit peu remettre un devoir. Mais c'est pas juste remettre un devoir. C'est remettre le projet à une date précise. Par exemple, si ton projet, c'est d'organiser un mariage,
ben, il y a la journée du mariage, c'est la journée du livrable. Donc, la journée du mariage, tu dois livrer l'organisation du mariage. Tout doit être parfait à cette journée-là, ou presque. Donc, si je vous parle de livrable, vous allez savoir, c'est un petit peu le devoir, le rendu que j'ai à faire, selon les objectifs prédéfinis. Et là, on va rentrer. Ah oui, je voulais vous dire pourquoi j'ai utilisé cette photo-là, parce que ça ressemble à un projet. Un projet, c'est un ensemble de sous-projets, de sous-sous-projets. Chaque morceau de casse-tête équivaut à plusieurs tâches. Donc, plusieurs tâches de sous-projets, de sous-sous-projets. Donc, on accumule les sous-projets, on les place dans le bon ordre, et puis le tout, ça devient le projet réalisable, le livrable, en quelque sorte. Donc, on pense toujours qu'un projet est plus facile qu'il ne l'est vraiment, mais si on sait déjà d'avance que ben il faut mettre des petits morceaux, 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 c'est comme ça qu'on réalise un projet. Si des gens viennent nous aider, ben là, on peut, comme un vrai casse-tête, si quelqu'un vient t'aider, ben là, vous pouvez construire plusieurs morceaux en même temps, donc ça avance plus vite. Et ce qui m'amène à vous parler d'un truc très intéressant en gestion de projet. C'est un outil qui nous sert à comprendre nos projets, à mettre nos priorités, et surtout quand quelqu'un vient un petit peu... quand il veut un petit peu modifier notre avancée, en quelque sorte, c'est un outil qui nous permet de dialoguer, je cherche tout le temps ce mot-là, qui nous permet d'interagir en fait avec les autres. Donc, par exemple, là je vous parle du triangle qualité-coût-délai, c'est très connu en gestion de projet. Parce que si ton projet, tu veux qu'il te coûte pas cher, là je rentre dans le triangle, si tu veux que ton projet te coûte pas cher, naturellement, la qualité du projet sera peut-être beaucoup moins là. Et naturellement, si tu veux que ça soit pas cher, peut-être que ça va te prendre un petit peu plus de temps aussi pour le réaliser, ton projet. Peut-être que tu veux le réaliser trop vite, ton projet. À ce moment-là, le coût va augmenter, puis tu vas perdre en qualité. Si tu veux un projet de très grande qualité, ben attends-toi à ce que tu vas payer très très cher et que ça va prendre du temps. Si tu veux un projet de moindre qualité, ben puis tu veux baisser le coût, ben tu n'auras pas de la qualité au bout. Tu vas avoir quelque chose de pas cher, de pas cher qui prend pas de temps à créer, mais la qualité, elle sera pas au rendez-vous. Bref, pour barguiner, comment on dit ça en français? Barguiner, ça veut dire c'est ça, pour prioriser vos priorités, le triangle qualité-coût-délai est souvent utilisé dans nos projets pour choisir nos tâches, puis les directions, quand on interagit avec les autres, ben si les idées... si la personne dit « Moi, je veux que le projet avance plus vite », ben il faut falloir que tu lui répondes « Ben la qualité n'est pas là. Elle sera pas là. » Etc. Oups, pardon. Je poursuis. Donc, qu'est-ce qu'un projet? J'ai mis 3 triangles ici, parce qu'en réalité, j'ai jamais vu de projet où ces 3 éléments-là n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'un projet prend toujours plus de temps que prévu, coûte toujours plus cher que prévu, est toujours jonché d'imprévus, de découvertes, d'ajouts, etc. Ici, je vais vous parler du paradoxe de la gestion de projet. C'est quoi le paradoxe de la gestion de projet? C'est juste de savoir que quand on est au début d'un projet, on a beaucoup, beaucoup de temps pour faire plein de choses, mais on n'a pas les connaissances exactes pour prioriser les tâches. Donc, on a plein de temps pour faire plein de choses, mais on connaît pas le projet, donc on perd un peu notre temps dans toutes sortes de tâches qu'on sait pas qui sont peut-être inutiles pour le projet.
Et plus on avance dans le projet, plus on avance dans le temps, on arrive dans le temps, euh, euh, plus on connaît le projet, mais moins on a de temps pour faire des choses. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on arrive à la fin du projet, on se dit toujours ah, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait cela à la place, etc. Donc, le paradoxe de la gestion de projet est intéressante pour garder le cap, puis se dire oui, c'est normal qu'à la fin d'un projet, quand plus on arrive à la fin, plus on trouve ça difficile. Parce que au début, on pouvait faire plein de choses, on avait du temps libre en quelque sorte, qu'on n'a pas à la fin. Puis là, il faut prioriser. Puis souvent, c'est pas les tâches les plus agréables qu'on a gardées pour la fin. Donc, c'est bon de savoir que c'est ça. Au début du projet, on sait rien du projet. Et on a plein de temps pour réaliser plein de choses, mais on sait pas encore c'est quoi les priorités juste pour aller jusqu'à la finalité. Puis en fin de projet, c'est le contraire. On se dit, ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ci, ça, cela. Mais on n'a plus le temps pour les faire. Donc, l'idée, c'est de garder toujours ces expériences projets pour les ramener dans les autres projets. Donc, un petit peu d'expérience dans ce projet-ci, un petit peu d'expérience dans l'autre projet, fait en sorte que tu traînes un petit bagage qui fait que au début de ton projet, tu tombes un petit peu moins dans ce paradoxe-là, si on veut. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pardon. L'illusion du débutant en gestion de projet. Celle-là, je la trouve sympathique. C'est une caricature, mais tous les chefs de projet se reconnaissent tôt ou tard dans cette caricature-là. À vous de porter le chapeau ou non. En fait, quand on est débutant en gestion de projet, on se dit toujours que on est persuadé, c'est plus fort que nous. C'est le plus beau projet, le plus intelligent projet au monde. Mon projet est original et unique. Personne n'a pensé à créer un projet comme celui-là. Tu sais, on se surévalue beaucoup quand on est débutant en gestion de projet. L'idée ici, c'est pas de se démotiver, mais de nous ramener un peu plus à la réalité du terrain versus nos rêves, en quelque sorte. Je poursuis donc. C'est impossible que les gens ne soient pas charmés par mon projet tellement il est beau, tellement c'est un projet qui va sauver des vies. Il est tellement important, mon projet, dans le domaine où je suis, que c'est impossible que des gens soient pas charmés. C'est ça, donc mon projet va sauver des vies. Donc, c'est certain qu'il va plaire à des investisseurs qui vont réaliser le projet en plus de le financer. Il est tellement beau ce projet que les donations financières vont suffire. Les gens vont donner généreusement quand ils vont voir un si beau projet qui sauve des vies. Et qui était si original. Je manquais un bout de phrase. Il est à but non lucratif, mon projet. Raison de plus pour qu'un donateur va se dire « Wow, je finance ce projet-là, je le prends en charge. » Le crowdfunding, aussi, il y en a beaucoup qui... je vais terminer pour ce bloc-là. Donc ça, c'est des fausses croyances qu'on s'imagine tous quand on débute en gestion de projet. On tombe tous un petit peu dans ces patterns-là, à plus ou moins grande échelle. Donc, il y a aussi beaucoup de gens vont dire, par exemple, moi, je vais faire un crowdfunding pour financer mon projet. Le crowdfunding va quasiment se faire tout seul parce que mon projet était tellement beau. Quand je vais le placer sur la plateforme, les gens, quand ils vont lire qu'est-ce que c'est mon projet, ils n'auront pas le choix d'encourager. Il est trop beau, mon projet. Il va sauver des vies. Les gens vont voir le beau projet sur la plateforme de crowdfunding. Ils vont être généreux parce qu'on peut pas dire non à un si beau projet qui sauve des vies. Mais la réalité, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et là, je vais couper court. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, la meilleure façon de financer un projet,
c'est de créer sa communauté. Plus il y a de gens qui te suivent, plus ton projet va valoir cher. Et aussi, si tu vends tes propres produits, tes propres services, tes propres formations, événements, livres ou autres, c'est la meilleure façon de se financer. Tu t'endettes pas, et puis de toute façon, quand tu vas chercher un financeur, il va falloir que tu travailles comme un vendeur qui cherche à vendre des produits. Donc, pourquoi pas vendre directement tes propres produits? Tu deviens autonome. Et puis, un financeur, plus tard, pourra aimer tes démarches. Parce que lui, c'est pas juste la beauté du projet, de l'idée du projet qu'il regarde. C'est comment le porteur de projet, le porteur d'idée de projet, je devrais dire, c'est comment cette personne-là s'implique dans son projet déjà. Si t'es pas impliqué dans ton projet puis tu penses qu'un financeur va dire waouh, j'embarque, oublie ça. Lui, il veut voir que toi aussi t'es capable de faire ta part. Donc, crée une communauté qui aime ton projet, qui t'encourage, peu importe, puis vends tes propres produits à côté, ce qu'on appelle des revenus complémentaires. Donc, des petites choses que tu peux vendre, des chandails, tu peux créer un événement puis vendre des billets, créer un e-book. Peu importe, au lieu de demander des dons en disant « Regarde mon beau projet, je fais pitié, j'ai pas d'argent. Encouragez-moi. » Non. Crée tes petits produits, puis vends tes petits produits, vends des chocolats. Tu vas voir que tu vas être beaucoup plus. Puis ça, les financeurs aiment ça parce qu'ils voient que tu veux tellement ton projet que là, ils vont vouloir t'encourager. Pourquoi? Parce que tu as su réunir des gens autour de ton projet déjà. Alors que si tu attends que les gens tombent amoureux de tes idées de projet, même si c'est le plus beau au monde, c'est pas ce qui fait que les gens vont donner. Des beaux projets, les plus beaux au monde, il y en a tous les jours qui s'inscrivent sur les plateformes de crowdfunding. Donc, commence par créer ta communauté autour d'un projet. Les gens qui disent « Wow, il est magnifique ton projet », bon, ben, viens dans ma communauté, ça peut être un groupe Facebook, et puis partage les avancées de ce projet-là. Les gens vont t'encourager tranquillement, pas vite. Mais à long terme, t'es beaucoup plus certain d'avoir des résultats que si t'attends qu'un sauveur tombe amoureux de ton projet, de ton idée de projet. Parce que quand on est débutant, on est dans l'idée de projet souvent. Là, je poursuis, je vous parle un petit peu des notions du jeu, je reviens à mon jeu. Les notions du jeu, naturellement, c'est chacun est arbitre de lui-même. Il y a pas de, le maître du jeu n'a pas à évaluer vos pointages et dire ah, tu as triché, t'en as mis trop, c'est pas à lui à faire ça. C'est à vous-même. Vous avez en tant que joueur une pro-responsabilité. Donc chaque joueur est responsable de manager son propre jeu, d'encourager les autres, être proactif dans le fond. Le maître du jeu, il est là il est là de façon complémentaire et non pour vous dicter comment jouer. Il pourrait ne pas être là, puis vous pouvez continuer à jouer et vous allez être autonome dans ce jeu-là. De toute façon, si vous trichez, le seul qui est perdant, c'est vous. Si vous vous mettez beaucoup de points pour avoir des badges plus vite, ben c'est vous qui êtes le pire. Et aussi, sachez que si vous faites des pomodoro, des séances de pomodoro, on voit vos efforts. Donc, si vous trichez à un moment donné, si vous trichez un petit peu, on le verra pas. Mais si vous trichez beaucoup, ben vous allez avoir l'air fou devant le groupe en réalité. Parce que tout le monde travaille fort, puis à un moment donné, ça paraît si tu te l'es coulé douce. Mais c'est libre à toi. Si tu veux les gagner en une semaine, les badges, ben gars, je te donne le jeu, découvre-les les badges, et puis tu vas être heureux. Mais le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est d'être motivé pour réaliser ses tâches, ses rêves, ses objectifs, ses projets.
Donc, si tu veux vraiment réaliser tes rêves et tes projets, ben joue honnêtement avec toi-même. Bref, il y a juste toi qui va être pénalisé si tu triches. Il est construit pour ça, le jeu. OK. La vitesse de jeu est importante, surtout après les séances de Pomodoro. On est tous fatigués. Ça nous tente pas toujours de jouer à ce jeu-là, mais même si on aime ça beaucoup, parce qu'on a notre journée, on a travaillé, puis on a donné un effort pour être là dans une séance, alors qu'on était très fatigué déjà. Peut-être qu'à la fin du Pomodoro, ben ça nous tente moins de jouer. Donc, je demande à tous les joueurs quand c'est le temps de comptabiliser les points, d'avoir l'attention, de pas trop discuter. On n'est pas là pour discuter, mais chacun va compter ses points, accumuler ses points. Puis, si le maître du jeu a des choses à présenter, naturellement, ça allonge un petit peu la soirée. Donc, on veut éviter le plus possible d'allonger les soirées de Pomodoro. Le plus important, c'est d'avancer dans ces projets. C'est que le jeu soit à notre service et non que on soit au service du jeu. La journée que tu es au service du jeu, le jeu n'est plus utile à ton projet. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que tu réalises tes projets, tes rêves et tout ça. Donc, c'est important que tu voyons, je perds mes mots. Que je pense à trop de choses en même temps. C'est ça, donc c'est important que tu prennes les points que ça aille vite le jeu en réalité, parce que c'est ça. Si on est fatigué, puis en plus, il faut rester un autre 10 minutes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup quand on veut s'en aller, puis on veut aller se coucher, par exemple. Donc, il y a des joueurs qui donnent un effort pour être là. Après une grosse journée de travail, ils veulent pas passer 15 minutes dans un jeu en plus. Donc, c'est important que ça aille vite. Je demande aux joueurs d'être proactifs à ce niveau-là, responsables. Je reviens on est surtout en psychologie du projet dans cette vidéo-là. Ça va être un petit peu long, mais je sais que ça va vous donner des trucs qui vont vous aider à garder le cap. Alors, c'est quoi un projet? Naturellement, nos petites séances de Pomodoro, chaque sprint, on peut dire que c'est une petite brique ici. Donc, quand tu fais un Pomodoro de 2 sprints, tu as rajouté 2 briques à ton projet. Naturellement, on voit pas la maison encore. Mais chaque séance, mis bout à bout, tranquillement pas vite, tu vas te créer un mur. Puis là, après un mur, tu vas t'en créer un deuxième. Et après ça, quand tu vas être multimillionnaire avec le jeu, ben là, tu vas avoir réalisé un grand projet, peut-être. Tu comprends? Donc, les Pomodoro servent à ça, à mettre brique par brique, brique par brique. Puis pas attendre que, tu sais, créer un mur brique par brique, c'est long, là. Donc, il faut pas attendre de fêter ces petites victoires, comme je disais avec l'effet tunnel. Le jeu sert à ça, donc on va mettre brique par brique. Quand on a atteint, je sais pas moi, 5 briques, on va se donner une petite récompense. On va dire au rat, on a accompli une séquence de tâches qui fait que notre projet avance. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Naturellement, on sait on garde le cap de réaliser toute la maison. Mais si on fait pas brique par brique, je connais pas d'autre façon de faire. Sauf si tu payes des gens, mais là, si t'es riche, t'as pas besoin de mes Pomodoro, peut-être. Donc, chaque Pomodoro, chaque petit sprint, c'est une brique de plus dans ton projet. C'est à toi d'avoir la discipline d'être là ou pas. Tu comprends? Donc, si t'as pas la discipline, ben c'est juste toi qui payes, c'est pas moi. Alors là, je vais rentrer dans la psychologie pure, plutôt comment rater son projet. Et là, j'ai beaucoup de choses qui font qu'on rate un projet. Vous allez voir, ça a l'air énorme, mais je vais essayer de passer au travers assez rapidement. Puis c'est très instructif. C'est agréablement instructif parce que au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos projets,
ben vous allez vous souvenir de ces petites choses-là qui vont dire oui, c'est vrai, faut pas que je me laisse avoir. Les saboteurs de projet sont parmi nous, comme on pourrait dire. Les auto-saboteurs aussi. Donc, allons-y de ce pas pour pas prendre trop de temps. Alors, surestimer ce que l'on peut faire à court terme et sous-estimer ce que l'on peut faire à long terme. Alors, si on se dit, moi, je veux accomplir telle chose d'ici une semaine, ben souvent, ça nous en prend 2 parce qu'on a sous-estimé ce qu'on pouvait faire, surestimé ce qu'on pouvait faire à court terme. Par contre, si on planifie sur 3 ans réaliser un rêve, un objectif, le 97% des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à long terme, donc ils abandonnent. Ils n'imaginent pas que dans 3 ans, s'ils mettent bout à bout les petites briques qu'on a vues tout à l'heure, ils vont réaliser leurs rêves et leurs projets. C'est ça la recette. C'est tout. Tu mets bout à bout tout ce qu'il faut faire pour accomplir ton rêve. C'est un peu ça les Pomodoro. Chaque séance, c'est une petite brique qu'on ajoute à votre objectif atteint. Donc, sous-estimez pas ce que vous pouvez faire à long terme. Les Pomodoro, servez-vous-en surtout pour planifier des projets à long terme. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Définis-le, puis avec les Pomodoro, on va y arriver. Ok, je poursuis. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on rate un projet? C'est ne pas donner un sens au travail que l'on fait. Pourquoi je fais ce travail-là? Oui, on veut réaliser une maison, mais comme nous dit souvent Suzy, c'est quoi le pourquoi profond que tu veux réaliser ton projet? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Pourquoi tu fais ça, ce projet-là? Puis ça, mets-le visuel. Fais-toi un visuel souvent sur pourquoi tu fais ce travail-là. Aussi, on rate nos projets parce qu'on fait pas assez de micro-victoires. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les jalons. On prend pas le temps de fêter nos petites victoires. Tu sais, juste prendre 30 secondes pour crier « Ouah! » C'est ça, fêter des victoires. C'est pas juste tout le temps faire la fête pendant toute une soirée de temps, là. Et arriver le lendemain au travail tout abîmé par l'alcool. c'est pas ça, fêter des petites victoires, mais c'est de souligner. C'est prendre le temps de contempler le travail accompli. Pensez-y, quand vous faites un dur labeur et que vous avez terminé, vous regardez derrière toi comment vous vous sentez fier d'avoir terminé. Mais c'est important de faire ça même avec des sous-projets du projet. C'est pour ça que l'effet tunnel est important. Il faut le prendre en considération. Il y a l'auto-sabotage, qui est cumulatif quand on est en équipe, parce que l'auto-sabotage d'Isabelle s'ajoute à l'auto-sabotage d'Alain, qui s'ajoute à mon auto-sabotage à moi. Tout le monde a un peu d'auto-sabotage, mais c'est bon de les identifier, et puis d'essayer de quand ça arrive, de dire oui, c'est vrai, je suis dans mon pattern d'auto-sabotage, il faut que j'en sorte. Par exemple, quand votre hamster, ça c'est la petite voix intérieure qui vous dit je suis pas beau, je suis pas gentil, j'y arriverai pas. On connaît tous cette petite voix-là à l'intérieur de nous qui nous dénigre très souvent. Ben il faut savoir dire tais-toi, je te crois pas, et puis je veux pas t'écouter. Moi c'est ça mon truc. Écoutez, c'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Donc, quand vous voyez que votre hamster vous dénigre, vous lui dites « Chut, c'est assez. Là. Tu m'as assez saboté. Ces idées-là viennent de passé, que j'ai pas le contrôle dessus. Souvent, ça vient d'inconscient. Donc, focus sur mes objectifs. Focus sur les actions que je peux poser. Passer à l'action. Tu sais, quand on a un blues, là, juste passer à l'action puis réaliser 1 ou 2 objectifs qui fait qu'on avance dans nos travaux. Des fois, ça fait du bien à notre blues, à notre mal-être.
Donc, restez actif, proactif. Et le hamster, apprenez à lui dire « Chut, je veux pas que tu me parles de même. Moi, je parlerai pas comme ça à un ami. Ben, je veux pas que tu me parles de même. Ça suffit. Et faites quelque chose qui va absorber votre concentration. Pensez à l'action. Naturellement, si vous êtes en équipe, le show du coq a un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre tous les points à la fin. Et comme j'ai dit, je voulais pas trop élaborer, mais vous donner quelques lignes sur le plus important. Naturellement, si vous êtes en équipe, plusieurs gens qui travaillent sur votre projet pour vous aider à les réaliser, l'absentéisme, c'est un saboteur de projet. Moi, j'ai travaillé avec des bénévoles qui étaient, à un moment donné, toujours absents. Un absent a fait en sorte que l'autre a dit « Ah, ben moi aussi, je peux m'absenter, puis moi aussi, puis moi aussi. » À un moment donné, tout ce que je faisais, c'était relancer les équipiers. Quand est-ce que tu vas être disponible? Quand est-ce? Parce que quand ils prennent une absence, ils prennent pas le temps de dire oui, je vais m'absenter ce samedi. Par contre, je serai disponible lundi pour reprendre mon absence. Non, non, non. C'est cours après moi, bergère, tu sais. Je dis n'importe quoi, là, mais cours après moi, puis c'est quand. Ça, là, ça tue le projet. Premièrement, votre priorité, c'est pas de relancer les gens. Donc, essayez de recruter des équipiers qui sont pro-responsables, qui vont dire, s'ils sont pour être absents une journée, ils vont, eux, vous relancer. Oui, j'ai été absent samedi, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre mon absence? C'est eux qui doivent venir vers vous. Parce que si vous courez après vos équipiers à juste savoir quand c'est leur prochaine disponibilité, eh ben eux, ils pensent pas à ça que vous avez d'autres choses à faire. Vraiment, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est juste parce qu'ils sont inconscients du trouble que ça vous occasionne. Je poursuis. Naturellement, si vous avez un manque de discipline, vous n'êtes pas motivé, si votre persévérance est médiocre, ben vous allez rater vos projets, vos rêves, c'est certain. Et d'ailleurs, 97% de la population manque de discipline, manque de motivation, n'a pas la persévérance pour réaliser ses rêves et ses projets. Donc, il y a juste 3% des gens qui réalisent vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Es-tu prête à devenir un 3%? C'est à ça qui sert notre Pomodoro. C'est pour aider les gens qui veulent être un 3%, qui réalisent vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi la question, puis il faut que tu y répondes. Ça presse si tu n'as pas déjà la réponse. C'est un peu trouver sa mission de vie en quelque sorte. Je poursuis. Le manque de discipline et de connaissances sur le changement. Naturellement, vous connaissez pas bien les phases de changement. Des fois, le changement est difficile et puis on vit un blues du changement en quelque sorte et beaucoup vont abandonner à ce niveau-là. Mais il faut persévérer. C'est la persévérance qui fait que les gens réussissent les plus grands projets. Il y a aussi savoir comment ça fonctionne, les habitudes. Les habitudes, pour acquérir une nouvelle habitude, ça prend entre 21 jours et 120 jours. Si tu veux automatiser une habitude, on va parler plus de 120 jours. Aussi, il faut savoir que quand tu démarres une nouvelle habitude, tes muscles, ton cerveau, tes cellules, ils sont pas formés pour ce changement-là. Mais plus tu vas avancer, au bout de 21 jours, 60 jours, 120 jours, tes cellules, tes synapses dans ton cerveau, puis tes cellules, tes muscles, peu importe, eux aussi se fabriquent autour de ta nouvelle habitude en quelque sorte. Donc, donne le temps à ton corps, ton esprit de fabriquer ces cellules-là pour qu'ils puissent acquérir cette nouvelle habitude-là. Donc,
Une habitude facile à acquérir, 21 jours, ça peut être suffisant. Mais je te dirais 40, 60 et même 120 jours pour que ça devienne un automatisme. C'est plus ça qui est prescrit, en fait, par les scientifiques. Par exemple, perdre du poids, sur 120 jours, on s'entend qu'on va en perdre beaucoup plus que sur 21 jours. Quoi qu'on peut en perdre quand même pas mal sur 21 jours. Mais la perte rapide, souvent, ben, tu regagnes ton poids plus tard. Donc, c'est pas mieux, là. Bref, donnez le temps à votre corps d'acquérir cette habitude-là, parce qu'il y a aussi vos cellules qui ont besoin de se fabriquer autour de vos nouvelles habitudes, vos nouvelles pensées, votre méthode de faire, vos nouvelles méthodes de faire. Je poursuis. Les personnes pessimistes et les personnes toxiques dans votre environnement, ça le dit, c'est toxique. Éloignez-vous le plus possible de ces gens-là. Nous avons le même vibe. Je le dis ici, je pourrais le monter, là. Nous avons le même vibe que les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Les 5 personnes qui sont plus proches de vous. Sont-tu pessimistes? Sont-tu optimistes? Ils influencent aussi votre niveau d'humeur, votre motivation et tout ça. Donc, prenez en note que si vous avez trop de personnes toxiques dans ces 5 personnes les plus proches, essayez de transformer votre environnement en fréquentant des gens qui sont plus comme vous. D'ailleurs, les Pomodoro servent à ça. Servent à rencontrer des gens qui veulent se réaliser, qui sont sur le même vibe de je veux réaliser mes rêves et projets, moi aussi, puis on s'encourage, on s'inspire, un réussit avant l'autre, mais ça inspire les autres, etc. C'est ça qu'il faut, c'est des gens comme ça qu'il faut s'entourer quand on veut réussir. Souvent, c'est pas parce que maman, papa veulent mal faire, mais tu sais, ils sont peut-être dans le 97% des gens que pour eux, réaliser leur rêve, c'est impossible parce que la vie nous amène ailleurs par la force. Mais on est en 2020 et 2022 bientôt. Donc, c'était vrai il y a jadis, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vrai tout ça. Donc, réaliser ses rêves et ses projets, c'est possible et beaucoup nous l'ont prouvé déjà. Naturellement, l'environnement malsain, la fréquentation non inspirante ni motivante ou qui énergivore, qui tire ton énergie. Il faut les éviter. Et puis, essayer de s'entourer des personnes qui font le contraire. Si vous avez besoin d'une équipe pour vous, là, je change de thématique. Si vous avez besoin d'équipe pour votre projet, pour vous aider à réaliser votre projet, faites attention, si vous recrutez à la va-vite, n'importe qui, vous recrutez les mauvaises personnes ou des personnes toxiques ou des gens peu motivés qui vont inspirer, qui vont traîner les autres équipiers aussi avec eux vers le bas. C'est plus facile de traîner quelqu'un vers le bas que vers le haut. C'est comme naturel de traîner quelqu'un vers le bas. Pour beaucoup d'humains. Pour les 97%, je dirais. Donc, c'est important de pas recruter le moins possible des gens toxiques. Et pour ce faire, prenez votre temps. Prenez le temps d'écouter les gens. Essayez de voir s'il n'y a pas des signes avant-coureurs un petit peu. Renseignez-vous, c'est qui les personnes toxiques dans un projet. Naturellement, j'ai mon cours derrière, là, mon cours de adieu relations toxiques au travail. Mais, tu sais, la formation, c'est de l'analyse. Observe, identifie, puis allons chercher les outils professionnels pour contrer les saboteurs. Naturellement, la procrastination et la distraction. J'ai construit les Pomodoro parce que, justement, j'étais trop en train de procrastiner et distraite par toutes sortes de choses sur Internet. Des gens qui frappent à ma porte, qui frappent sur mon mur Facebook, peu importe. Les Pomodoro servent à ça. Les Pomodoro servent à arrêter de procrastiner, puis
puis arrêter d'être dans les distractions. Mais ça va plus loin, les Pomodoro. C'est aussi un rendez-vous avec vous-même. Si vous attendez toujours à la dernière minute pour prendre rendez-vous avec les Pomodoro, ah, je vais y être peut-être ce soir. Mais c'est bon, mais si vous prenez rendez-vous, c'est encore mieux, parce que ce rendez-vous-là, vous le prenez avec vous-même pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce que vous voulez vraiment dans la vie. Moi, j'ai réussi à atteindre une ceinture noire parce que le matin, je me levais, ça me tentait pas d'aller m'entraîner, mais mon entraîneur se levait pour être au gym pour moi. Il me donnait des cours privés. Donc, l'appeler pour lui dire « Ah, j'y vais pas ce matin », c'était tellement gênant que je me disais « Ah, je file pas pour m'entraîner, mais je vais quand même me rendre. Puis si je suis vraiment pas bien, de toute façon, il va bien le voir. » Puis, l'air de rien, c'est ce rendez-vous-là qui a fait que j'ai jamais lâché. Donc là, vous avez un entraîneur qui est le maître du jeu. Profitez-en donc. Peut-être qu'il sera pas là demain. Donnez-vous des rendez-vous avec lui. Donnez-vous des rendez-vous avec les Pomodoro. Mettez-le à l'agenda. C'est votre avenir. C'est vos rêves. C'est ce que vous voulez vraiment dans la vie que vous accomplissez dans ces Pomodoro-là. Donc, pour éviter la distraction, soyez disciplinés. Prenez rendez-vous. Moi, le mercredi, je serai tout le temps là. Ben, le mercredi, vous travaillez sur vos rêves. C'est immanquable. Faut pas manquer ce rendez-vous-là. Oui, vous pouvez dire « Ah, ce soir, je suis pas sûre. Oui, peut-être, je vais savoir à la dernière minute. » Mais si vous voulez vraiment un engagement à long terme, ben faites comme moi puis mon entraîneur dans le temps. Parce que quand quelqu'un nous attend, c'est difficile de dire « J'y vais pas. » Quand personne nous attend, ah, c'est pas grave si j'y vais pas. Tu vois la différence? Je vous parle dans le casse aujourd'hui. Je vous parle dans le chapeau, comme on dit au Québec. OK, je vais le faire plus tard. Je vais le faire à la dernière minute ou même en retard. Naturellement, on connaît tous ça. On connaît tous quelqu'un qui traîne, qui est dans ce pattern-là souvent. Ben justement, les Pomodoro vous servent aussi à éviter un petit peu ça. Si vous êtes plusieurs dans un projet, puis il y en a un qui est toujours en retard, ben ça sabote les autres. Ça sabote le projet en plus des autres équipiers. Donc, c'est l'engagement qui fait que... C'est quoi votre engagement vis-à-vis vos projets puis vos rêves? C'est ça qu'on vient faire ici en partie. Je poursuis. Vous comprenez ce que je veux dire, donc je poursuis. Je veux pas m'élaborer trop. J'ai encore tout ça à vous présenter. On achève, mais j'ai encore tout ça. Donc, là, j'ai mis la sandwich de M. Bachelet. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. On passe à un autre sujet. S'éparpiller dans des projets multiples. Éparpiller son temps à divers projets ou pour aider diverses personnes. Si vous êtes chef de projet, occupez-vous donc de votre projet. Soyez concentrés là-dessus. Oui, vous pouvez donner des petits coups de main ici et là, mais faites-en pas une habitude. Parce que c'est dur de créer... C'est sûr que si votre projet est petit, on s'entend que c'est pas la même chose, mais un moyen et gros projet, les priorités, c'est votre projet. C'est vous qui devez être là pour votre projet. Donc, quand vous vous dispersez dans d'autres projets ou pour aider d'autres projets de d'autres personnes, vous ralentissez votre projet. Et plus vous ralentissez votre projet, plus l'effet tunnel risque d'arriver. Même si vous avez des jalons. Parce qu'à un moment donné, vos jalons sont toujours remis à plus tard. Et ça sabote des projets, ça aussi. Donc, vous abandonnez. Vous sentez que vous travaillez tout le temps, mais qu'il n'y arrive jamais rien, jamais de réussite. Ben, ça vient un peu de là aussi. Je poursuis. Ne jamais terminer un projet et en démarrer un nouveau. Ça, c'est moi, ça. Ben là, j'essaie de me corriger de ça. J'aime tellement les projets. Moi, je les aime tous, les projets. Je veux tous les faire. Il y a toujours une idée de projet qui vient me... Ah oui, il faut que je fasse ça. Mais on peut pas tous les faire. Faut dire, OK, j'en priorise un.
Le deuxième, c'est à temps partiel pour m'amuser. Tant que le 1 n'est pas terminé, je peux pas travailler à temps plein dans le deuxième, ni en commencer un troisième. Soyez ferme là-dessus parce que avoir plusieurs projets vous dilue tellement que vous finissez par rien faire. Puis vous êtes déçu de vous-même. Vous manquez de... Le rendu là, vous dévalorisez. Ah, je manque de confiance en moi. Non. C'est pas la confiance en toi qui t'a amené là, mais le fait que tu t'es dispatché sur plein de projets, ça donne comme résultat que tu n'as plus confiance en toi parce qu'il n'y a rien qui aboutit. Donc, soyez vigilants à avoir un projet, surtout les projets, un petit projet, on parle pas de petits projets ici, mais de moyens et gros projets surtout. Tu sais, tu veux devenir quelqu'un dans la vie, ben ça se réalise pas en 2 semaines. Donc, si tu te dilues en plus dans plusieurs projets, ben tu t'éloignes encore plus de ta réussite. Ça a l'air égoïste, mais en réalité, si tu réussis, tu vas amener plein de monde avec toi dans ta réussite. Donc, ça l'est à moitié, ça l'est temporairement, mais ça l'est pas en même temps, parce qu'il y a personne qui... Tu sais, le 3%, là, quand il arrive à réaliser ses rêves, ben tout le monde veut le suivre, tout le monde veut l'imiter. Tu vois, il avait pas perdu son temps. Pourtant, tout le monde, il disait avant, tu perds ton temps dans ce projet-là. Bon, vous connaissez ça, hein, les gens qui vous disent ça? Ben, c'est ça. Je poursuis. Le manque d'énergie, le manque de temps et ne pas boire assez d'eau. Donc, si vous manquez d'énergie, vous n'avez pas d'énergie pour réaliser vos tâches ni vos projets. Vous manquez de vision parce que quand on n'a pas d'énergie, on n'est pas capable de voir à long terme. On retombe un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On sous-estime ce qu'on peut faire à long terme, on surestime ce qu'on peut faire à court terme. Ben, quand on manque d'énergie, on est dans le court terme, bien souvent. Donc, c'est important de bien manger des aliments qui nous amènent une belle énergie, avoir un environnement qui nous amène une belle énergie, etc. Et pour ce qui est du manque de temps, mais là, moi, j'y peux rien. Si tu manques de temps pour faire des pomodoro, pour réaliser ce que tu veux vraiment dans la vie, ben c'est toi qui es le pire. C'est toi qui payes pour. Tu sais, je disais qu'il fallait être discipliné, donne-toi des rendez-vous, puis tu veux vraiment... Détermine ce que tu veux vraiment dans la vie, puis donne-toi des rendez-vous très disciplinés, puis tu vas réaliser ce que tu veux vraiment dans la vie. Parce que quand tu manques de temps pour te réaliser vraiment, toi, réaliser ce que tu veux vraiment dans la vie, ben plus le temps avance, moins tu te réalises, plus ça va être difficile, puis à un moment donné, tu vas être sur ton lit de mort, puis là, tu vas avoir des remords. J'aurais donc dû. C'est aujourd'hui que ça commence. Je suis tannante aujourd'hui. Naturellement, il y a les énergivores du succès. Qu'est-ce qui vous tire vers qui tire votre énergie vers le bas? Essayez de faire un listing, une liste de tout ce qui tire votre énergie. Déjà, de le définir va vous donner des pistes de solutions pour contrer, pour améliorer la situation et puis vous aider à garder toujours l'énergie pour avoir la motivation, parce que pas d'énergie, pas de motivation. Autre saboteur, je poursuis, autre saboteur de projets et de rêves, les démolisseurs de vie, ça revient aux personnes toxiques. Oui, il y a des gens qui sont méchants. Les pervers narcissiques, par exemple, c'est instinctif chez eux. Pour se sentir vivant, ils ont besoin de démolir quelqu'un. Quand ils démolissent pas quelqu'un, ils sont dans la dépression et il n'y a rien qui les guérit. Donc, si vous êtes dans un environnement avec des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas, c'est qu'ils sont en train de démolir votre vie. T'sais, soyez prudents. Entourez-vous de 5 personnes qui vous aident à aller vers le haut et non vers le bas.
Des fois, les démolisseurs de vie sont pas toujours conscients qu'ils démolissent votre vie. Donc, c'est pas de leur en vouloir le but ici. C'est de vous prendre en main, d'être vous-même le chef de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vous le chef de projet. Je fais de vous, avec ces Pomodoro-là, puis ce jeu-là, c'est vous le chef de votre projet, de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je t'annonce aujourd'hui. Oubliez de prendre soin de soi, prendre une pause. Oui, la plupart des gens qui aiment les Pomodoro sont workaholics, alcooliques du travail. Et ils ont de la difficulté à prendre une pause, à prendre soin de soi. Je parlais dans les règles du jeu, la culpabilité de ne pas en avoir assez fait, de pas avoir fait correct, pas assez de qualité. Moi, dans le jeu Pomodoro, la règle, c'est toute culpabilité est interdite. Parce que, de toute façon, on est des workaholics. Pourquoi qu'on se culpabiliserait si une journée, on pense qu'on va réaliser un objectif puis on ne l'atteint pas parce qu'on est fatigué, mais on ne le sait pas qu'on est fatigué? C'est pas grave. On prend l'engagement de recommencer au prochain Pomodoro, tout simplement, puis essayer de faire mieux. Mais pas le droit de culpabiliser, parce que la culpabiliser nous fait abandonner beaucoup de projets. Énormément de projets. Donc, pas de culpabilité, on fonce dans nos projets. Si on n'atteint pas un objectif, c'est pas grave, on recommence. Un petit peu plus loin, tout simplement. Et puis quand on est fatigué puis on le réalise, tu peux te brancher pour un Pomodoro puis te dire, moi ce soir, mon Pomodoro, c'est prendre soin de moi. Je me donne du temps à moi, je prends un bon bain, je vais relaxer pendant cette heure-là. Tu as le droit de faire ça. On le sait, de toute façon, on finit par se connaître, on est tout le temps le même groupe dans les Pomodoro. Donc, on le sait que tu travailles fort habituellement, donc on t'encourage à prendre une pause, à prendre soin de toi. Mais peut-être que le Pomodoro, si tu as des enfants, par exemple, ben tu dis à ton conjoint, j'ai un rendez-vous de Pomodoro le mercredi, c'est toi qui s'occupe des enfants. Peu importe ce que vous faites comme tâche, vous avertissez votre conjoint, moi ce soir je prends soin de moi, c'est toi qui s'occupe des enfants. C'est ça mon Pomodoro. Ma gang me dit de faire ça à soir. En bon québécois, je vous traduis. Mon groupe m'a suggéré de prendre soin de moi ce soir. Les commentaires par les pairs et les sandwichs de Monsieur Bachelet. On va terminer avec ça. Les commentaires par les pairs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand tu demandes un feedback à des gens. Bon, des gens, des fois, pour bien faire, je vais l'aider, elle va s'améliorer. Ben là, ils vont dire tous les défauts. Ah, tu pourrais améliorer ci, ça. Puis au bout du 10e truc à améliorer, la personne, le porteur de projet, se dit, mon Dieu, mon projet est rendu laid. Là, il est tout découragé parce que la personne n'a pas su voir du positif dans le projet, dans le feedback qu'elle donne. Et ça, c'est important de dire aux gens que vous demandez des feedbacks. Vous pouvez leur dire, par exemple, donne-moi le top 3 des choses que tu préfères du projet, puis le top 2 des choses que tu n'aimes pas. Tu vois, là, il y a un balancement. Donc, parce que c'est très dur. Nous, on était en équipe de 10 et il y avait une autre équipe de 10 qui était venue nous commenter. Et tout le monde agissait comme la sandwich de M. Bachelet, comme M. Bachelet nous l'avait prescrit. La sandwich de M. Bachelet, c'est si tu dis un commentaire négatif, ajoute 2 commentaires positifs. Ça se faisait dans un document, là, naturellement. Donc, la plupart des étudiants faisaient l'astuce. S'il y avait un commentaire plus ou moins négatif, ben il l'accompagnait avec un commentaire. Hey, j'ai beaucoup aimé telle phrase, tel paragraphe, exemple. Donc, mais à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé, puis lui, c'était tout du négatif. Ah, moi, si je serais vous autres, je ferais ci. Si je serais vous autres, je ferais ça. Non, mais ça c'est pas bon, ça marchera pas, là.
Puis tous des commentaires comme ça qui nous tirent vers le bas. Premièrement, le lendemain, je me branche avec mon équipe, puis je vois la plupart et tout découragés. Parce qu'ils se disent, ah, on n'a pas fait un bon travail, le monsieur nous l'a dit. Mais ils n'ont pas retenu que les 10 autres étudiants leur avaient dit que c'était génial leur travail. Donc quand quelqu'un arrive de négatif comme ça, on dirait qu'on voit juste ça, cette personne-là. Et puis on prend pour acquis qu'elle a raison. On s'est rendu compte, en brainstormant, on s'est dit, ben non, il n'y a pas d'allure, le monsieur. C'est lui qui est dans le tort. Il est jaloux probablement, puis là, il veut nous saboter en nous garochant toutes sortes de méchancetés. Donc, ça arrive. Ça arrive aussi, par exemple, ça peut être un frère, une sœur qui dit « Ah, je vais l'aider, je vais lui dire tout ce qui est pas bon. » Mais là, c'est pas parce qu'elle veut être méchante, comparativement à l'autre de tout à l'heure, mais elle va quand même tirer tout son feedback vers le bas. Donc, pour éviter ça, demandez donc aux gens qui vous donnent un feedback. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi mes forces et mes faiblesses dans ce que je viens de réaliser? Donne-moi un top 3 de ce que tu aimes le plus, puis un top 1 ou un top 2 de ce que tu n'aimes pas. Et là, les feedbacks viendront pas vous démolir le moral. Parce que c'est dur de recevoir des feedbacks. 1, 2, 3 personnes négatives qui donnent juste du négatif à un moment donné. C'est dur sur le moral. Une petite publicité rapide. On a terminé, les amis. Donc, c'était une vidéo de présentation. C'est la vidéo 1 d'une série de 3 ou 4 vidéos. Oui, je sais, je vous ai pas présenté le jeu. On va y arriver justement aux prochaines vidéos. Là, vous allez jouer. Mais ici, c'était surtout pour vous faire un survol de ces notions-là que je trouve importantes. En tout cas, je me suis fait dire que c'était intéressant d'avoir ça comme information quand on n'est pas gestionnaire de projet. Puis on s'implique dans des pomodoro comme ça. On a des rêves, on veut devenir entrepreneur, peu importe. Ces notions de gestion de projet-là s'appliquent à tous ceux qui veulent réaliser quelque chose finalement. Donc, j'espère que ça va vous être utile et que vous avez aimé ma petite présentation qui est un petit peu longue. Je m'en excuse. Mais j'avais beaucoup de choses, comme vous pouvez voir. Et comme je dis, j'espère que ça va... je vais revenir sur mon écran OBS. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Là, vous me voyez en 10 000. C'est pas grave, je vais vous quitter avec une musique que j'aime beaucoup. Elle dure 2 minutes. Je vais vous la laisser au complet parce que je l'aime tellement, cette musique-là. Mais je finis mes vidéos tout le temps avec cette musique-là. Donc, merci d'avoir été là. J'espère qu'on se retrouve à la prochaine vidéo et au prochain Pomodoro Millionnaire. À bientôt!